Voilà. Donc si vous êtes prêts, on est parti. Alors, voilà, je fais mes petits réglages et je suis à vous tout de suite. Alors, je veux bien que vous me fassiez un petit signe simplement pour me dire si vous voyez bien mes diapos. Est-ce que c'est bon pour vous? Hop, Oui, c'est bon. c'est bon? OK, super. Hop, voilà, merci et voilà, je fais mes petits réglages, à moi. Hop et on est parti. Donc voilà, comme je vous disais, la conférence sur les tempêtes et naufrages, la semaine dernière, donc mardi dernier, s'est arrêtée de manière un petit peu brutale parce que j'étais arrivée, au bout de mon temps imparti et si je m'embarquais avec vous dans cette histoire au milieu du Pacifique, ça allait nous emmener très, très loin. Donc voilà pour ce petit format inventé sur le pouce de un quart. On est parti pour un quart d'heure, 20 minutes, mais vous allez voir, tragique. Alors, le naufrage, dû à un animal marin, c'est très rare et c'est vrai que la dernière fois, donc on a parlé du radeau de la Méduse, de ces, 15 jours, en 1876 de dérive, et là, je vais vous parler d'un autre naufrage qui s'est déroulé 4 ans plus tard, en 1820 et là, on n'est pas sur 15 jours de dérive, on est sur 18 semaines, de dérive pour des canots baleiniers dont le navire a été coulé par un cachalot. Et ce naufrage et la lecture de ce récit m'a beaucoup, émue parce que contrairement au radeau de la Méduse où on a assisté à un véritable massacre, là on est dans une, vraie leçon de solidarité pour réussir à rester ensemble dans plusieurs chaloupes au milieu du Pacifique et à se porter, mutuellement secours, pendant ces 18 semaines de dérive jusque dans les derniers jours. Donc il y a vraiment une véritable histoire d'amitié, mais d'amitié tragique parce que quand on arrive vraiment quand l'espoir de survivre devient de plus en plus faible, on arrive à des extrémités et on va voir, à quel point on peut, voilà, se laisser amener par l'amitié et jusqu'à quel moment, on va penser à sa propre survie. Donc voilà, je vous ai mis un tableau de Turner, pour vous montrer cette, chaloupe, baleinière, qu'on voit ici. Donc Turner qui s'est beaucoup inspiré aussi de ce thème, maritime de la chasse au cachalot. Donc la chasse au cachalot, pour vous resituer un petit peu le contexte, ça commence au XVIIIe siècle, mais ça va prendre vraiment de l'importance au début du XIXe siècle. Donc les cachalots, c'est les plus grands, cétacés à dents et partir à la chasse au cachalot, c'était pas une mince affaire. C'était un voyage d'environ 3 ans. Les hommes, partaient donc, à la rencontre des bancs de cachalots donc sur, toutes les mers du globe et quand ils voyaient donc un banc de cachalots, ils descendaient, du bateau, sur des canots. Ils ramaient jusqu'à leur proie. Ils envoyaient un harpon, attaché avec une grande ligne qui était tirée, donc qui arrivait sur l'animal. L'animal, donc surpris par le harpon, tirait les chaloupes baleinières, donc il faut imaginer ces chaloupes qui sont tirées par le cachalot et qui tiennent bon, jusqu'à ce que l'animal soit trop fatigué pour résister. Et donc à ce moment-là, il remonte à la surface, et l'équipage, l'achève à la lance. Donc c'était, extrêmement dangereux puisque c'est une créature d'une soixantaine de tonnes qui pouvait détruire la baleine, d'un coup de queue en dépêchant ses occupants, dans l'eau froide et souvent, à plusieurs, mètres du navire.
Donc c'est une fois qu'on a attrapé le cachalot, on va le ramener jusqu'au bateau et vient ensuite la tâche qui consiste à faire de la baleine, qui consiste à transformer la baleine en huile. Donc il fallait arracher sa couche, graisseuse, la hacher, la faire bouillir pour obtenir, une huile de qualité supérieure qui, éclairait les rues, hein, c'était pour l'éclairage des rues et surtout pour la lubrification des machines de l'ère industrielle. Et on récupérait également le spermatécie. Alors le spermatécie, ce que vous voyez ici, c'est la substance, un peu liquide, à moitié liquide, moitié cireuse, qui occupe, une partie de la tête, un grand volume de la tête du cachalot. Donc les grands mâles peuvent avoir près de 4 tonnes, hein, de spermatécie et ça, c'était utilisé pour la fabrication des bougies, les savons, les cosmétiques, les lubrifiants, les crayons pour imperméabiliser le cuir, pour protéger de la rouille. Voilà, il y avait énormément de débouchés, pour le spermatécie également. Donc pendant plus d'un siècle, les quartiers généraux de cette industrie de l'huile de baleine étaient situés dans cette petite île que vous voyez, sur la photo qui s'appelle Nantucket, au nord de la côte de la, au ouais, sur l'Atlantique, hein, aux États-Unis, au nord de la Nouvelle-Angleterre et par un paradoxe, assez étonnant, en fait, les baleiniers de Nantucket étaient aussi des Quakers, c'est-à-dire qu'ils étaient membres d'une secte, d'une secte religieuse vouée au pacifisme. Donc ils étaient extrêmement, pacifiques, et solidaires enfin du moins en ce qui concerne l'espèce humaine, hein, puisqu'ils étaient beaucoup moins pacifiques avec les cachalots, vous l'avez compris. Donc en tout cas, cette entreprise, elle était menée sur les immensités du Pacifique, donc de l'Atlantique, il fallait passer au Pacifique, ce qui signifiait que les chasseurs de baleines, du 19e siècle, c'était pas seulement des chasseurs de haute mer, et des ouvriers industriels, mais c'était vraiment des explorateurs qui avançaient, donc on est au tout début du 19e siècle, qui avançaient de plus en plus loin sur les étendues à peine répertoriées encore, sur les cartes du globe. Donc là, je vous remets un tableau de Turner, c'est sa série en fait des baleiniers. On y voit, le bateau et puis les chaloupes ici, donc le bateau, les chaloupes et le cachalot au premier plan. Il est à la toute fin de sa carrière à ce moment-là et c'est ce tableau, comme les 3 autres, de la série, se trouve à Londres et aurait été inspiré en partie justement par le naufrage de l'Essex que je vais vous raconter. Et Turner, c'est pas le seul à s'être inspiré de ce naufrage, parce que c'est vrai qu'on a parlé de la Méduse l'autre fois, qui a donné naissance à un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art. Eh bien, le naufrage de l'Essex, lui, il donne naissance à un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature. Et donc, tout le monde connaît évidemment ce roman, Moby Dick, mais c'est l'histoire du baleinier Essex qui a inspiré, ce classique de la littérature. En fait, c'est le second maître à bord de l'Essex, Owen Chase, qui est également survivant de ce naufrage, a écrit un récit dans lequel il raconte son aventure et quelques années plus tard, ce récit est offert donc, Owen Chase, il a eu plusieurs, enfants qui eux aussi deviendront chasseurs de baleines et quelques années plus tard, son fils offre à un camarade le récit de son père. Ce camarade s'appelle Herman Melville et quand Herman Melville va lire le récit d'Owen Chase, ça va, lui laisser un souvenir incroyable et il va s'en inspirer pour écrire Moby Dick donc en 1851, donc 30 ans après, le véritable naufrage. Mais là où le roman de Melville s'achève avec le naufrage du navire, commence à peine la véritable histoire de l'Essex. Donc, je vous raconte l'histoire. Donc, l'Essex quitte l'île de Nantucket le 12 août 1819 pour une nouvelle aventure de chasse à la baleine qui doit durer, je vous l'ai dit, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Donc à ce moment-là, alors je vous ai mis les noms pour que vous essayiez de suivre un petit peu l'histoire aussi avec les noms. Donc il est placé sous le commandement de George Pollard.
George Pollard a 28 ans, ils sont très jeunes, hein, le capitaine a 28 ans. Le commandant George Pollard est assisté du premier maître, qui s'appelle Owen Chase, dont on a parlé. C'est lui qui va rédiger le récit. Il a 22 ans. Et du second maître, Matthew Joy, qui lui a 26 ans. Quant à l'équipage, il comprend 18 matelots, dont 7 Afro-Américains, qui ne sont pas traités tout à fait de la même manière. On n'est pas encore dans l'égalité à ce moment-là. Et le plus jeune de cet équipage a 14 ans. C'est un jeune mousse qui s'appelle Thomas Nickerson. Donc essayez de suivre un petit peu les noms. Donc ils partent de... Alors je vous ai mis j'ai trouvé cette très belle carte. Le problème, c'est qu'elle est en allemand, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est de suivre un peu le chemin. Donc ils partent de Nantucket, vous voyez, au nord, donc sur l'Atlantique, au nord des États-Unis. Donc ils vont voyager évidemment à travers l'Atlantique, ils vont passer le Cap Horn, ils se retrouvent dans le Pacifique et là ils vont remonter jusqu'à ce qu'on appelle l'offshore ground, donc l'endroit situé à peu près au niveau de l'équateur, au large des Galapagos, pour aller trouver les bancs de cachalots. Donc c'est vraiment un lieu de concentration connu en plein Pacifique qui est situé à peu près 2700 km à l'ouest des Galapagos, donc vraiment perdu au milieu du Pacifique. Alors donc ils repèrent les cachalots. À ce moment-là, ils ont 3 canots pour partir à la chasse aux cachalots, donc ils mettent les 3 canots à l'eau. Le canot d'Owen Chase, donc celui qui a rédigé le récit, le second, il est pris d'un coup de queue, le cachalot donne un gros coup de queue. Donc ça crée une brèche dans la coque de son canot, donc il ne peut plus chasser la baleine. Il revient sur les sexes pour réparer son canot, avec donc son équipage. Pendant que les 2 autres canots, celui de Pollard, le capitaine, et celui du deuxième maître, Joy, sont en train d'accrocher des cachalots. Donc de retour sur le navire, Owen Chase est en train de réparer son canot et là, le jeune mousse, Nickerson, aperçoit un énorme cachalot, un mâle, dont les matelots estiment la taille à 25 mètres, ce qui est exceptionnel, et qui devait peser dans les 80 tonnes. Alors, il n'était pas seulement gigantesque, ce cachalot, il se comportait d'une manière assez étrange. Au lieu de fuir, il nageait tranquillement à la surface, alors que tous les autres cachalots étaient en train de fuir à ce moment-là. Et puis, il paraissait observer les membres d'équipage, ce qui était complètement exceptionnel. Donc, il plonge, il refait surface à environ 35 mètres du navire. Et là, il se met en mouvement et il fonce sur le navire à grande vitesse. Donc il va percuter le navire au milieu, au niveau du flanc. Donc l'Essex est secoué comme s'il avait été heurté par un rocher. Et là, au niveau de l'équipage, ben, c'est la stupéfaction, tout le monde se regarde. Ils avaient perdu l'équilibre, ils tombent sur le pont, ils se redressent, ils se regardent tous, ils se demandent ce qui se passe. Et, ils ont toutes les raisons d'être stupéfaits parce que jamais dans l'histoire de la chasse à la baleine à Nantucket, on a vu l'attaque d'un cachalot. C'est un animal pacifique qui va fuir. Jamais, jamais il n'a attaqué un bateau. Donc là, ils ne comprennent pas, mais c'est pas fini. L'animal s'éloigne de quelques 600 mètres, donc il s'éloigne du bateau, on se dit c'est bon, il a fini, il s'en va. Et là, il se retourne, il se met à claquer des mâchoires et à fouetter l'eau de sa queue comme s'il était possédé de rage, de fureur. Donc il va dépasser à grande vitesse l'Essex, il le dépasse de plusieurs centaines de mètres, et puis là il s'arrête et il fait face au bateau. Et à ce moment-là, les hommes vont voir une image qui devra les hanter pour toute leur vie. Enfin, ceux qui vont survivre à ce que je vais vous raconter. Donc son énorme tête qui est à demi émergée, il a sa queue qui bat l'eau et qui écume, et le cachalot fonce sur le navire à une vitesse double de celle qu'il avait adoptée jusqu'alors. Donc là, il heurte le navire avec sa tête au niveau de la proue, dans un effroyable vacarme hein, de chaînes qui se fracassent. Et là, ça va très très vite, le navire prend l'eau, et l'Essex est en train de sombrer par la proue.
Donc le cachalot se dégage des planches et puis il disparaît, on ne le reverra pas. Contrairement à Moby Dick, on ne le reverra plus. Donc à ce moment-là, c'est la panique à bord, le navire est en train de sombrer, donc on essaye de récupérer, le maximum de choses. Donc là, c'est, William Bond, qui est un des matelots noirs, hein, qui a cette bonne idée de filer dans la cale et d'aller chercher les affaires de Pollard et de Chase, et dont les instruments de navigation, et heureusement qu'il avait, été chercher les instruments de navigation. Donc à ce moment-là, les autres, canots reviennent, se demandent ce qui s'est passé, voilà, ils étaient partis, chercher des cachalots et là, ils voient leur navire qui est en train de couler. Donc ils peuvent même plus remonter sur le pont, ils vont pratiquer des ouvertures sur le côté pour, extraire le maximum de choses. Donc ils vont réussir à extraire 200 kilogrammes de biscuits, des bonbonnes d'eau potable, des outils, 2 pistolets, quelques tortues, ils avaient quelques tortues vivantes des Galapagos et 2 porcs vivants également, qui étaient un peu décharnés déjà, hein. Et à ce moment-là, bah, les 20 hommes d'équipage, montent sur les 3 chaloupes. Donc une chaloupe qui va être commandée par le capitaine, Pollard, une chaloupe par le premier maître Owen Chase et le second maître et la troisième chaloupe par le second maître qui est Matthew Joy. Donc ils décident de ne jamais se séparer. La première nuit, ils vont la passer à l'abri de l'épave. Ils ont un peu du mal encore à se séparer de leur navire qui est en train de sombrer. Donc comme des petits canetons suivant leur mère, ils vont passer la nuit à côté du bateau. Donc ils ont de la nourriture pour environ 2 mois. Mais c'est pas grave, ça va bien se passer parce que, ils pensent pouvoir, donc vous voyez l'Essex a coulé, ici, le 20 novembre 1820, et ils pensent rejoindre la côte américaine, en 30 jours. Voilà. Ils vont errer donc 18 semaines. Alors ils vont pas se diriger vers les Marquises, hein. Là, vous voyez les Marquises, pourtant ils étaient tout près des Marquises. Ils ont hésité, mais ils ont décidé de ne pas aller, aux Marquises, ni aux îles de la Société parce que, à cette époque, on ne connaît pas très bien ces îles, mais on a entendu beaucoup de choses et on a entendu comme quoi sur ces îles était pratiqué le cannibalisme. Donc ils ont très, très peur d'aller sur ces îles et finalement, ils décident plutôt de partir en pleine mer pour rejoindre, l'Amérique du Sud. Alors ils vont, naviguer donc ensemble, hein, ils s'engagent à naviguer ensemble et à se porter secours mutuellement. Heu, Ils pensent pouvoir en 30 jours rejoindre les côtes. Or, ça fait déjà 2 mois qu'ils sont, sur la mer en train d'errer tous les 3 dans le Pacifique, enfin les 3 canaux dans le Pacifique et les vivres, vous connaissez tous la chanson de «Il était un petit navire». Bon, bah, voilà, c'est vraiment l'histoire de l'Essex. Au bout d'un moment, les vivres vinrent à manquer. Et à force de rationnement, donc les naufragés souffrent cruellement de soif. Ils ont la peau brûlée par le soleil de l'équateur et au bout de 2 mois, les vivres sont quasiment, épuisés. Donc ils sont alternativement, ballottés par les tempêtes, immobilisés par manque de vent et ils arrivent en vue d'une île qu'ils pensent être l'île Ducie. Donc hop, je vous remets peut-être la carte. Voilà, ils pensent que c'est l'île Lucie, or ils sont sur cette île, l'île d'Ederson. Donc ils arrivent sur l'île, ils y séjournent du 20 au 27 décembre pour pouvoir reprendre des forces, mais il y a pas beaucoup de ressources sur l'île, il y a quelques oiseaux endémiques, quelques crabes, et puis ils trouvent une petite source d'eau saumâtre qui est accessible qu'à marée très quand la mer descend vraiment, quand elle est très basse et ça va pas leur permettre de survivre longtemps. D'ailleurs, ils essayent de faire tout le tour de l'île et ils découvrent donc des squelettes dans une roche, et donc là, ils se disent que, bah, voilà, il y a eu des naufragés avant eux qui visiblement n'ont pas réussi à survivre sur cette île et qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on repart? Bon, allez, on repart. Seulement 3 marins, les seuls blancs non natifs de Nantucket, décident de rester sur l'île et de tenter leur chance. Donc les adieux sont absolument, déchirants. On laisse 3 camarades sur l'île, mais c'est leur choix. Les autres repartent. 15 jours plus tard, les voilà encore en train d'errer, sur le pa donc les 3 canots errent sur le Pacifique et le deuxième maître, rappelez-vous Matthew Joy,
qui commandait une des chaloupes, meurt. Il était déjà malade sur l'île, il était très affaibli, peut-être par la tuberculose, et c'est le premier à mourir. Heu, on rend son corps, à la mer, hein, son corps est livré à l'océan et on donne, la chaloupe au commandement d'Hendrix. Sauf que, comme il était très malade, il n'avait pas réussi à bien, chaque commandant avait un pistolet pour surveiller les vivres, hein, et veiller à ce que les vivres ne partent pas trop vite et malheureusement, très malade, il n'a pas pu surveiller les vivres et il y a quasiment plus rien à manger sur son canot. Hem, donc on va se partager les 2 équipages vont se partager, les, les 3 équipages vont se partager les maigres ressources et puis très vite on perd une des chaloupes. Une des 2 chaloupes va perdre les autres, c'est Owen Chase qui, perd les 2 autres chaloupes. Donc Pollard et Hendrix continuent à naviguer ensemble. Chase, on n'en entend plus parler, il disparaît. 10 jours après, le 20 janvier, un des hommes d'Hendrix, un Afro-Américain, du nom de Lawson Thomas, meurt. Et là, on regarde le cadavre, et on est affamé, déshydraté et on décide donc de manger le cadavre. C'est, le premier cadavre que les, rescapés vont manger. Ils vont le partager entre les 2 chaloupes, hein, entre la chaloupe de Pollard et de Hendrix. 3 jours plus tard, c'est un autre Afro-Américain qui meurt et son cadavre subit le même sort. Le 27, c'est au tour d'un troisième, encore un Afro-Américain. Et le 28, un quatrième, encore un Afro-Américain. Donc là, on peut se demander pourquoi il y a des raisons, hein. Pourquoi ce sont les Afro-Américains qui meurent les premiers. La raison, elle est très simple, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'était quand on embarquait, on manquait d'hommes blancs à Nantucket, on allait chercher des Afro-Américains dans des milieux qui étaient souvent assez défavorisés. Donc c'était des gens qui n'étaient pas, de toute manière en grande santé, qui n'avaient pas une nourriture très équilibrée, qui n'étaient déjà pas gros. Et sur le navire, quand on les embarque après pour la chasse à la baleine, ils ne vivent pas dans le même compartiment que les blancs et ne sont pas nourris de la même manière. Donc, dès qu'ils vont manquer de nourriture et d'hydratation, ils vont être moins résistants que les blancs forcément et ce sont les premiers donc à mourir. Donc il ne reste que 4 hommes, si vous me suivez, du coup, il ne reste que 4 hommes dans l'embarcation de Pollard, le capitaine, et 3 dans celle de Hendrix. Lorsqu'à l'aube du 29 janvier, les 2 équipages se perdent de vue. Donc ça y est, là on a 3 chaloupes qui errent sur les océans, ils se sont perdus les uns les autres. Le 2 février, au bout de 2 mois et demi à errer, on est complètement à court de vivres et même à court de cadavres. À ce moment-là, les 4 rescapés de l'embarcation du capitaine, Pollard, décident de tirer au sort. Donc c'est vraiment l'histoire de la chanson, il était un petit navire, voilà. Et il tire au sort l'homme à sacrifier pour la survie des 3 autres. Donc ils vont tirer au sort et le sort tomba sur le plus jeune, c'est un petit peu l'histoire et c'est Owen Coffin, qui est âgé de 18 ans, que le sort désigne. Or, Coffin, c'est le cousin germain du capitaine Pollard. Enfin, ils sont tous un peu cousins, hein, sur l'île de Nantucket, hein. Et alors là, Coffin, voilà, le Pollard ne veut pas, le capitaine ne veut pas tuer son cousin, il veut prendre sa place et c'est finalement, le petit jeune Coffin, hein, Owen Coffin qui dit: «Non, non, bah, de toute manière, mon sort me convient aussi autant que les autres, alors, allez-y», et donc mais personne ne veut l'exécuter, voilà. Donc ils vont devoir faire un nouveau tirage à la courte paille pour savoir qui l'exécuterait. Et il est finalement abattu d'une balle dans la tête par son ami d'enfance, Charles Ramsdell. Donc imaginez un peu le traumatisme. Son ami d'enfance a 19 ans. Sur l'autre canot, celui de Chase, qu'on a perdu, déjà depuis, quasiment depuis le départ de l'île, on ne fait pas de courte paille. Voilà, il y a que des morts naturelles dont on va manger les cadavres. Le 18 février, les 3 hommes qui décident de s'allonger finalement pour se laisser mourir. Donc il reste sur ce canot, 3 rescapés, Chase, Owen Chase,
Lawrence et le jeune mousse de 14 ans, Nickerson. Et ce 18 février, ils sont aperçus par un vaisseau anglais qui s'appelle l'Indian et qui va les récupérer. Donc voilà une chaloupe de sauvée avec 3 rescapés dedans. Donc il reste, rappelez-vous, 2 canots qui errent sur les océans, celui d'Hendrix et celui de Pollard, le capitaine. Au matin du 23 février, un baleinier, donc ils sont ici, hein, vous voyez, ils avaient quand même quasiment réussi leur route. Ils sont ici, 5 et 6. Donc 5, c'est le bateau de Chase, 6, c'est le bateau de Pollard. Euh, donc au matin du 23 février, un baleinier qui passait dans ce coin-là, qui s'appelait le Dauphin, aperçoit une image qu'il n'oubliera jamais, un bateau ridiculement petit sur la haute mer qui brinque-balle là sur la crête des vagues. Donc il décide de rejoindre ce petit bateau qui est une chaloupe, donc une chaloupe baleinière. Et là, ils voient un spectacle qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Ils voient d'abord les ossements humains, qui jonchaient les bancs et le plancher. Puis ils découvrent deux hommes, c'est Pollard et Charles Ramsdale, qui sont recroquevillés aux 2 extrémités du bateau, la peau ravagée de brûlures, les yeux exorbités. Ils ont la barbe toute raidie de sel, de sang, et ils sont en train de sucer la moelle des os de ce qui avait été leurs camarades. Et au lieu d'accueillir les sauveteurs avec des expressions de soulagement, en fait, ils sont complètement devenus fous et égarés par la soif, par la faim, et ils paraissent effrayés. Comme des chiens à qui on voudrait prendre un os, en fait, ils serrent jalousement les os cassés avec une force désespérée. Ils veulent pas qu'on leur prenne. Et puis, donc, on arrive quand même à les traîner sur le bateau. On leur donne à manger, on leur donne à boire. Ils reprennent des forces, ils reprennent leurs esprits. Et Pollard, donc le capitaine, trouve assez de force pour raconter son histoire. Et donc elle est tissée, cette histoire, des pires cauchemars d'un chasseur de baleines. Le bateau de Pollard, le canot de Pollard va errer donc 91 jours dans le Pacifique. Ils vont être récupérés au bout de 91 jours. En revanche, le 3e canot ne sera jamais retrouvé. Le canot de Hendrix avec ses 2 compagnons ne sera jamais retrouvé. Donc, rappelez-vous, on a laissé 3 hommes sur l'île d'Ederson. Le 10 mars, un navire qui partait de Valparaiso pour l'Australie, pour amener des détenus, des bagnards en Australie, accepte de faire un détour sur l'île d'Ussy, parce qu'on pensait que c'était l'île d'Ussy, pour vérifier si les 3 naufragés sont encore vivants. Il trouve personne sur l'île d'Ussy, il poursuit jusqu'à l'île d'Ederson, où là, il arrive le 9 avril 1821, et on retrouve 3 hommes épuisés mais vivants, qui seront également récupérés. Pour un peu la suite des événements, George Pollard, donc le capitaine, il va continuer, il va être capitaine d'un 2e navire, et c'est la catastrophe. En fait, ce navire, le Two Brothers, va s'échouer sur des récifs au nord-ouest d'Hawaï lors d'une tempête, et aucun autre armateur ne lui confiera un baleinier. Donc il va terminer sa vie comme veilleur de nuit à Nantucket, et là vous avez la plaque qui est sur sa maison, où on nous dit qu'il a rencontré Herman Melville, hein, que Herman Melville est venu le trouver pour qu'il lui raconte aussi l'histoire, qu'il ait les versions de tout le monde. Owen Chase, lui, là vous le voyez en photo quand il est âgé, après son retour à Nantucket, il a écrit le récit de ces événements. C'est un livre qui est traduit en français, que vous pouvez donc lire, qui est, je vous dis, très, très émouvant, très bien écrit, hein. Il ne l'a pas écrit lui-même, il s'est fait aider pour l'écriture. Voilà le récit de l'Essex par Owen Chase. Et c'est ce récit qu'a lu Herman Melville, et qui donnera donc le grand chef-d'œuvre de Moby Dick. Donc lui, il fait une carrière honorable de capitaine de baleinier.
Par contre, à la fin de sa vie, il est complètement hanté par les souvenirs de l'Essex. Il devient complètement fou, il vole de la nourriture, il empile de la nourriture dans son grenier, et il va être hospitalisé pendant 8 ans et voilà, où il continue à dès qu'il peut à mettre de la nourriture absolument partout, sous son matelas, voilà. Donc on voit que ça lui a quand même ça a laissé des traces. Et rappelez-vous, on a parlé du jeune mousse de 14 ans, Thomas Nickerson. Donc lui, il était âgé de 14 ans au moment des faits et 56 ans plus tard, il décide à son tour d'écrire le récit de ses aventures, qui n'est découvert qu'en 1960 et qui sera publié, lui, en 1984. Donc on découvre très tard le récit par Thomas Nickerson et donc finalement, en croisant les 3 récits, le récit du capitaine, le récit du second et le récit du mousse, on voit que chacun a un peu interprété on trouve, hein, exactement la même histoire, mais on voit que les sentiments vont être un petit peu différents et ce qui est assez intéressant, c'est de croiser donc ces 3 sources, où on voit qu'Owen Chase, hein, le second voilà, s'est attribué beaucoup de mérite. Et pour la voilà, dans ce récit, c'est le seul à faire des dessins, Thomas Nickerson et vous voyez le dessin qu'il a fait donc 56 ans plus tard, le dessin qu'il fait de ce cachalot, voilà qui pa ça fait un peu naïf, hein, comme dessin, ce cachalot qui fonce, droit, sur la proue, de l'Essex. Donc voilà, c'était une histoire, vraie, émouvante et tragique que j'avais envie de vous raconter. Voilà, donc je vous ai laissé un petit peu sur votre faim mardi dernier, mais voilà, je termine, ce mardi-là. Alors, j'espère que l'histoire vous a plu. Je vais prendre quelques petites vacances, voilà. Il y aura pas de conférence tout de suite. La prochaine, ce sera le 23 mars à 20h30 et ce sera pour les femmes peintres et ce sera donc une conférence en partenariat aussi avec Culture Move, donc vous pourrez trouver, évidemment le lien pour vous inscrire sur le site de Guidez-vous ou sur le site de Culture Move, voilà. Donc hop, je vais juste